Voilà, donc bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette Agora d'Azimut, le tiers-lieu qui a été conçu pendant tout ce congrès, conçu avant le congrès, mais qui a vécu pendant tout le congrès et qui a été conçu par Laura HLM. C'est le dernier débat de cette Agora où, depuis l'ouverture du congrès, nous explorons divers enjeux liés à la ville de demain. Et là où nous allons parler aujourd'hui des enjeux du développement technologique, du service et de l'innovation. Où on en est aujourd'hui dans le logement social, comment mieux répondre aux mutations du monde contemporain, comment répondre aux attentes des habitants, à l'évolution des modes de vie, comment optimiser les services, faciliter leur accès, comment prendre en compte dans tous les domaines les enjeux climatiques et environnementaux qui ont été aussi un fil rouge de l'ensemble des débats qui ont eu lieu pendant ce congrès. Alors sur toutes ces questions, il y a des réponses, des expérimentations qui sont portées dans des collaborations entre les bailleurs sociaux et les startups. Et on s'arrêtera bien sûr sur cette configuration de travail en commun entre bailleurs sociaux et startups, avec un premier échange pour nous éclairer sur à la fois des retours d'expérience, sur ce qui se fait depuis quelques années. Et puis nous verrons 3 exemples très très concrets de travail en commun entre bailleurs et startups. Et à l'issue de cette heure de débat et de présentation, il y aura ici 1 heure de speed meeting. Pour les amateurs de classiques du cinéma, on peut parler de brèves rencontres aussi, mais en tout cas de speed meeting entre des startups qui présenteront leur travail, leur innovation et des bailleurs sociaux de façon à continuer à tisser ce travail en commun. Alors pour éclairer ces enjeux, à mes côtés, Véronique Velez, responsable innovation et prospective à l'USH, Patricia Dudonné, présidente d'Apsys, les bailleurs sociaux de l'Isère, directrice générale de la SDH, la Société dauphinoise pour l'habitat. Blandine Calcio-Godino, responsable du pôle écosystème et développement à la Banque des Territoires. Et Arnaud Ménard, directeur associé d'Impulse Partners, qui, vous nous l'expliquerez tout à l'heure, rassemble de nombreuses startups. Et puis, bien évidemment, vous qui êtes là, et vous qui allez nous rejoindre, je n'en doute pas, tout au long de ce débat, vous avez la possibilité d'intervenir et de poser des questions. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Véronique Velez. On a le sentiment d'une innovation permanente dans tous les domaines du logement social. C'est pas forcément toujours reconnu à l'extérieur. Pourquoi cette nécessité d'innover pour répondre à quels besoins, à quelles attentes en particulier des locataires ? Bonjour, je crois que effectivement l'innovation, ça fait partie un peu de l'ADN du logement social et c'est vrai que ça peut se retourner des fois contre soi, c'est-à-dire qu'on peut dire vous êtes un peu trop innovant ou sur les aspects architecturaux, au bout de quelques années, on peut des fois se poser des questions. Mais globalement, c'est aussi un terme à la mode depuis plusieurs années. Les innovations foisonnent et je pense aussi que c'est une nécessité par rapport aux transformations et par rapport aux enjeux qu'on vient de voir là sur tout le congrès et sur notamment la transition énergétique, sur la transition bas carbone, et c'est même plus qu'une transition, c'est une révolution, sur les enjeux de massification, de construction. Alors moi je suis plus sur les aspects innovation technique. Mais globalement l'innovation technique, elle doit servir l'usager final, elle doit servir l'habitant pour lui apporter un service ou un produit qui est peu ou mal desservi jusqu'à présent. Et voilà, l'usager, ça peut être aussi l'exploitant ou le gestionnaire, la gestion locative. C'est pas forcément uniquement l'habitant. Pourquoi, dans ce souci d'innovation, d'amélioration des services, pourquoi est-ce que vous vous tournez maintenant quasi systématiquement vers les startups ? Alors c'est vrai, on a un partenariat avec un accélérateur de start-up que représente Arnaud ici, qui s'appelle Impulse Lab. Parce que globalement, le modèle dominant d'innovation, c'est celui des startups. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que les startups qui innovent, pas du tout, mais c'est quand même le modèle dominant. Et du coup, on voulait s'ouvrir à cet écosystème que les bailleurs ne connaissaient pas il y a quelques années. Et on avait besoin d'acculturation, besoin aussi de faire connaître les besoins des bailleurs pour que les startups nous apportent des réponses rapides, d'agilité, sur des points bloquants sur lesquels on n'arrivait pas à trouver de solution. Alors, justement, Arnaud Ménard est avec nous, donc Impulse Partners. D'abord, est-ce que vous présentez la démarche d'Impulse Partners et ensuite on verra quel retour d'expérience vous avez précisément du travail avec les bailleurs ?
Oui, avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais remercier Laura HLM également de nous donner l'opportunité d'échanger et de replacer aussi un regard aujourd'hui sur l'innovation, parce qu'effectivement, on en parle depuis un certain temps dans ce secteur, on en dit beaucoup de choses, mais c'est important de faire un état des lieux à date. Alors Impulse Partners, nous on est une société qui a été créée il y a 10 ans et ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille avec le secteur HLM. On a monté effectivement un lab dédié au logement social avec l'Union Sociale Habitat, avec un certain nombre de gros bailleurs comme Arcade, 3F, etc. qui ont rapidement emboîté le pas en se disant il y a besoin dans ce secteur-là de trouver des innovations rapides et qui préfigurent peut-être des innovations beaucoup plus pérennes pour la suite. Et donc on s'est logiquement tourné vers l'univers des startups. Moi ce que je peux dire c'est qu'on a la chance aujourd'hui, donc depuis 7 ans, d'abord d'être présent au congrès HLM, d'être présent au village des startups. J'en profite pour féliciter toute l'équipe Impulse qui a permis à 26 startups de venir s'installer sur notre stand, une quarantaine de startups de l'écosystème qui se sont installées. Notre équipe les a bichonnées depuis 3 jours pour qu'elles soient dans les meilleures conditions pour échanger avec l'ensemble des bailleurs qui sont présents. L'écosystème Impulse Labs aujourd'hui, c'est 150 startups qui sont rentrés depuis 6 ans dans l'accélérateur. C'est plus de 21 partenaires, 22 partenaires maintenant, 3 nouveaux cette année, des bailleurs mais aussi d'autres acteurs de la chaîne de valeur. C'est important de le dire, des constructeurs, des promoteurs qui s'intéressent, et parfois l'innovation se fait dans le lien entre les acteurs et pas forcément au cœur de métier. On évoquait l'univers startup. Il y a 3 ans, je pense, 3-4 ans, avec l'Union, on a sorti un petit guide qui permettait de casser les idées reçues entre le secteur HLM et le secteur des startups, enfin l'univers des startups. Il y a des idées reçues dans les deux sens. Les startups ont un peu peur de travailler avec le secteur HLM, marché public, complexité administrative, cadre juridique compliqué. Et puis, les secteurs HLM avaient un peu peur de travailler avec les startups au début parce que risque, c'est sympa, c'est intéressant, ça apporte une nouvelle façon de travailler. Ce qu'on observe peut-être, pour faire l'état des lieux, c'est que depuis 4-5 ans, les choses ont quand même évolué très très rapidement. Il y a eu effectivement 1 ou 2 ans d'acculturation, de prise en main. Certains bailleurs étaient très en avance, d'autres ont pris le temps de commencer à s'intéresser à la question. Il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été lancées depuis 2-3 ans. Et donc un certain nombre de bailleurs ont structuré des démarches en interne de manière un petit peu exploratoire, ont tenté un certain nombre d'innovations dans le champ d'innovation technique, mais aussi dans le champ d'innovation sociale. Et là, on arrive à un moment clé où on se rend compte qu'il faut sortir de cette phase expérimentale un peu de tous azimuts. J'ai pas fait exprès de dire azimut, mais il faut surtout commencer à rationaliser l'exercice, faire un état des lieux, voir quelles sont les startups qui fonctionnent bien, quelles sont les collaborations qui ont bien fonctionné, et puis commencer à travailler interbailleurs. Je pense qu'il y a une clé aussi là-dessus. On y reviendra tout à l'heure. Je sais qu'il y a des très bons exemples qu'on va citer tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu à agréger les solutions et à travailler entre bailleurs pour poursuivre la dynamique. Et un dernier mot, je fais court, mais un dernier mot sur l'univers startup. Effectivement, aujourd'hui, on identifie, et Impulse est beaucoup identifié sur l'univers startup, mais en réalité, on accompagne aussi les bailleurs dans leur structuration en matière d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les directions générales réalisent que l'innovation, ça n'apparaît pas simplement en rencontrant 3 startups et en mettant quelques personnes un peu smart dans l'équipe sur le sujet. Il faut s'organiser, il faut se structurer, il faut que les lignes de management intermédiaires soient sensibilisées à la question, soient même incentivées à la manière de travailler, à les intégrer. Bref, il y a une vraie organisation à mettre en place. Et ça, on a le plaisir de le faire avec un certain nombre de bailleurs. Et je pense qu'il faut que les bonnes pratiques se diffusent, il faut que d'autres s'y mettent. Et je sais que l'Union est très attentive, notamment dans le cadre des réseaux, à faire ce partage d'expérience. Voilà. Donc un état des lieux où il y a eu beaucoup de choses de mise en place, mais il reste un effort d'agrégation, de rationalisation et de diffusion. On reviendra justement sur les conditions de cette diffusion plus large de ces expérimentations et des conclusions qu'on peut en tirer. Juste une précision pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Est-ce qu'il y a des domaines, je puis dire, dominants dans lesquels il y a des travaux qui sont en commun? Est-ce qu'il y a des comme ça, on peut catégoriser les domaines dans lesquels ce travail s'effectue? Oui. Alors l'avantage, c'est qu'on arrive quand même à couvrir à peu près tous les enjeux des bailleurs. Donc on est sur des sujets de construction rapide, on est sur des sujets de rénovation. On en a beaucoup parlé pendant 3 jours, rénovation, massification. On est sur des sujets de cohésion sociale. On est sur des sujets de trajectoire carbone. Voilà, il y a d'énergie évidemment, et un sujet qu'on a beaucoup évoqué, sur lequel il faut qu'on soit très réactifs tous ensemble, c'est la notion de précarité énergétique dans les prochains mois. On est en train d'ailleurs de travailler, on en a discuté avec l'USH, à essayer d'identifier toutes les solutions qui peuvent être très rapidement mobilisables dans les prochaines semaines, dans le dialogue avec les locataires, dans la manière de réduire les consommations très rapidement, parce qu'on sait que les prochains mois vont être difficiles pour les locataires et pour les bailleurs en matière d'énergie.
Merci. Blandine Cassio-Godino, comment la Banque des Territoires peut intervenir dans ce domaine pour faciliter justement ce travail commun entre les bailleurs et les startups? Alors c'est vrai qu'on n'attend pas forcément la Banque des Territoires sur le sujet des startups. Donc effectivement, c'était une bonne question. On a quand même un historique en fait avec l'univers des startups, un historique d'investissement depuis plusieurs années. On a en portefeuille plus d'une centaine quand même de corporate ventures avec un portefeuille qui est valorisé entre 250 à 300 millions d'euros. Dans des startups comme par exemple très largement pour le coup, alors moi mon propos va dépasser le logement social uniquement, par exemple Aquasis qui est une solution d'aide à la décision en fait dans le sujet de la gestion de l'eau, EcoVélo dans le sujet du vélo, Intent Technology qui est présent aussi je crois au congrès. Donc voilà, on a un portefeuille de startups dans lesquelles on investit. Au-delà en fait depuis quelques années on a travaillé en innovation ouverte avec ces startups dans le cadre d'un dispositif que j'ai mis en place avec mon équipe qui s'appelle le Lab des territoires. Et ce Lab des territoires, c'est justement comment est-ce qu'on va, je dirais, avec une vraie méthodologie, travailler avec des startups de la phase de émergence d'un concept, en passant par un prototype, par un MVP, donc un premier niveau de service, jusqu'à l'industrialisation de ce service. Et en fait, on a vraiment besoin de ces étapes-là, de cette méthodologie, pour derrière passer en phase d'industrialisation et de mise en marché de ces services. Pour donner des exemples concrets, on a travaillé sur le sujet de la rénovation énergétique, alors pas directement pour l'instant sur le sujet du logement social en innovation ouverte, mais sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et on a travaillé sur un petit outil de sensibilisation déjà, parce que sur le bâti public, on n'a pas cette avancée, il faut le redire, cette maturité qu'on a sur le logement social en termes de rénovation énergétique. Et donc, on a d'abord un outil de sensibilisation des élus, des DGS, des directeurs techniques sur ce sujet de la rénovation énergétique qui est très simple, qui est, je montre sur une commune quelles sont les passoires thermiques en fait les plus visibles et je donne du coup envie d'aller sur ce sujet de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est toute la dynamique d'innovation ouverte du coup qu'on met en place et qu'on déploie. Et puis au-delà de ça, pour nous aussi, il y a un vrai enjeu, effectivement, je rejoins complètement, de massification en fait de cette collaboration avec les startups. Et donc pour nous, ça se traduit à la fois par une meilleure connaissance des écosystèmes. Alors on a la chance de travailler nous aussi très régulièrement avec Impulse. Et au-delà de ça, en fait, on va sur un sujet donné cartographier un écosystème, notamment en s'appuyant sur des solutions d'intelligence artificielle qui nous aident à identifier sur un marché tous les acteurs innovants qui dialoguent sur un marché en tant que tel. Je pourrais préciser s'il y a des questions là-dessus. Et puis, donc il y a cette connaissance des écosystèmes. Et l'autre volet, c'est vraiment aller écouter les startups. Donc on travaille avec un certain nombre d'acteurs, également par exemple avec Paris & Co, pour bien comprendre ce qu'elles attendent de la Banque des Territoires. Alors, hyper surprenant. Elles attendent d'abord de comprendre la Banque des Territoires, puisque en fait, quand on est externe à la Banque des Territoires, il faut être clair, on ne comprend pas grand-chose. Donc, simplifier le discours, simplifier nos offres, simplifier nos programmes pour qu'elles puissent s'inscrire en fait dans ces programmes. Et l'autre demande, qui n'est pas non plus surprenante, c'est au-delà du financement, qui n'est pas forcément la seule demande, c'est vraiment d'être mise en relation avec nos clientèles, donc collectivités, organismes de logements sociaux, professions juridiques, etc. Et là, sur ces sujets-là, je ne vais pas trop détailler, c'est plutôt pour laisser les questions après, mais on a une double dynamique qui est à la fois déjà, on a créé un lieu physique, donc comme ici, exactement, dans nos locaux à côté de la gare d'Austerlitz, qui s'appelle, pour le coup non le Lab Subtilité, mais le Hub des territoires. Ce Hub des territoires, c'est donc un espace physique où on va recevoir nos partenaires, nos clients, pour justement les mettre en relation. On a besoin de ces lieux, on le sait, mais il faut vraiment le redire. Et également, on a besoin aussi d'avoir des échanges en ligne. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une démarche de marketplace en fait en ligne pour mettre en relation toujours la même chose, ces startups, ces acteurs innovants avec nos clientèles. On reviendra sur ces questions, à la fois les outils comme ceux dont vous venez de parler, qui permettent de mieux connaître l'univers de chacun, Arnaud Ménard le disait, et puis sur ces questions d'industrialisation, de massification, comment effectivement on passe maintenant au-delà de l'expérimentation, mais à une échelle supérieure. J'en profite pour vous dire, vous qui êtes à l'extérieur encore de cette agora, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce débat sur le travail en
en commun entre bailleurs et start-up autour de l'innovation, du développement technologique. Alors on va aller dans l'Isère avec vous maintenant, Patricia Dudonné, parce que Arnaud Ménard le disait aussi, vous tendez cette perche, il faudrait que les bailleurs soient plus nombreux à travailler ensemble. Vous, c'est l'expérience que vous avez autour de ces questions de l'innovation et du travail avec les start-up, de travailler en interbailleur. Oui, ça fait plusieurs années. Depuis 2017, on avait eu. Alors, on a indépendamment chacun des expériences et une tradition, une culture de l'innovation avec des hackathons, des réunions, des speed dating avec des startups. En 2017, on avait fait un travail très particulier sur l'innovation dans le logement avec l'INRIA. Et puis, on est allé un peu sur les mêmes constats que ce que moi je viens d'entendre là. C'est comment on passe d'une innovation qui a l'air sympa sur le papier à quelque chose qui est vraiment effective en termes de résultats pour nos locataires, mais également nous aussi sur nos résultats financiers. Comment ça peut avoir une vraie opérabilité avec ce qu'on fait déjà et pas quelque chose qui vient se poser au-dessus ou à côté. Et ça nous a amené, avec l'interbailleur Abscise, les 8 bailleurs qui constituent Abscise, à avoir une démarche beaucoup plus structurée par rapport à l'innovation. Et on a démarré cette année un travail partenarial avec la French Tech in the Alps Grenoble, en partenariat avec Minalogic et Grenoble Alpes Management. Et en fait, on a structuré notre démarche d'innovation avec trois temps: l'idéation, la scénarisation et l'expérimentation. Avec l'idée que sur l'idéation, il fallait choisir, définir nos besoins et dire en fait ce qu'on recherche, c'est une innovation sur quelle thématique. Donc on a fait émerger 3 thématiques: l'autoconsommation, le confort d'été et les problèmes d'humidité. À partir de là, on s'est aussi donné un certain nombre de critères. Aussi pour rendre très efficients les résultats, parce que pour aller à la massification, il faut aller vers des solutions efficientes rapidement. Donc avec des critères qui étaient à la fois des critères de mise en œuvre plus faciles, de ce que j'ai dit, d'opérabilité avec ce qui existe déjà dans nos organismes, des résultats financiers réels pour nos locataires et pour l'organisme. On s'est mis un certain nombre de critères. Ensuite, on a travaillé la scénarisation. Là, la French Tech a été vraiment un outil, un partenaire extrêmement important pour nous, puisqu'on organise des meet-up au sujet sur ces 3 thématiques. Donc, on en a déjà fait 2 sur l'autoconsommation et le confort d'été, qui permet d'avoir un dialogue avec les startups et de définir encore mieux nos besoins et de voir quelle est la position des startups, qu'est-ce qui existe sur le marché et comment on avance. Et après, une fois qu'on détermine les startups à la sortie de cette scénarisation avec lesquelles l'interbailleur est prêt à travailler, on peut rentrer dans une phase d'expérimentation. Et je pense que cette structuration, elle est nécessaire, elle est indispensable, parce que si on ne passe pas par là, effectivement, le risque, c'est de faire de l'innovation comme un élément un peu exceptionnel de notre quotidien, et non pas ce qui doit être finalement le fil rouge de notre activité. De la même manière, si on veut être des partenaires pour les startups, il faut qu'on soit capable de construire des filières. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de proposer aux startups non pas d'intervenir sur une opération pour un problème. On l'a fait il y a quelques années sur des questions, par exemple, de mode de chauffage ou autre. Et on intervient sur une résidence et on a beaucoup de problèmes de reproductibilité après de l'expérimentation. Donc, cette façon de structurer, elle est extrêmement importante. Après, je rejoins un peu ce que vous dites, c'est la problématique qui peut se poser sur un interbailleur. Alors, il y a plein d'avantages. On est très lourd, on est très puissant, puisqu'on représente plus de 80 000 logements sur le département. Donc, quand on se met tous ensemble pour accompagner une expérimentation d'innovation, on est attractif pour les startups qui travaillent avec nous. Et puis, on peut aussi voir la réalité opérationnelle de ce qu'on met en œuvre. On est tous dans le même sens. On avait choisi un temps extrêmement court, 2021-2023, ce qui était très ambitieux, mais qui, à notre avis, est aussi un des éléments de réussite d'une innovation. Après, ce qui pourrait être un frein, je ne sais pas si on peut appeler ça, en tout cas une vigilance à avoir, c'est qu'effectivement, on est tous structurés différemment. Certains ont des services innovation dédiés, certains ont de l'innovation repérée dans certains services. Donc, il était aussi important d'organiser la gouvernance de l'innovation en interbailleur. Et c'est comme ça qu'on a décidé que le conseil d'administration d'Abscise serait le comité de pilotage.
Il y aurait un comité technique qui serait constitué des référents innovation de nos organismes qui suivraient les 3 thématiques de front. Et ensuite, il y aurait 3 groupes de travail technique qui suivraient, eux, chacune des thématiques avec des référents identifiés dans chaque organisme. Et donc, ça monte et ça descend comme un ascenseur, comme un scroll d'ordinateur entre ces 3 instances. Et je crois que vraiment, le maître mot, c'est structuration, avoir vraiment 3 temps très dédiés, très consacrés, une gouvernance, et puis un calendrier qui peut être contraignant, on le voit aujourd'hui, il est contraint, donc contraignant pour nous dans l'application, mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait vraiment de l'innovation. Parce que si on commence à se dire qu'on va faire de l'innovation avec un calendrier à 10 ans, on n'est plus innovant. Donc il faut qu'on bouge, quoi. Et c'est un enjeu et c'est un peu un défi qui n'est pas tous les jours simple, mais qui est extrêmement important pour nous. Et donc je pense que l'innovation dans le logement social, ça peut être ça. C'est-à-dire à la fois ce qu'on est individuellement avec une culture de l'innovation très forte et en même temps une capacité, et le congrès est un bon endroit pour le dire, où quand on se regroupe, on a une puissance de feu qui est extrêmement importante pour construire des filières, pour organiser l'innovation et pour la rendre pérenne et reproductible. Réaction à ce que Patricia Dudonné vient de nous présenter sur Apsys, Arnaud Ménard. Oui, bien sûr, mais d'abord c'est un très très bel exemple et bravo parce que vous avez réussi à faire quelque chose qui est déjà au sein d'une propre structure, pas évident. Le faire à plusieurs structures, c'est compliqué. Moi j'ai presque une question, c'est comment vous avez organisé? Est-ce que c'est au niveau des directions générales que les discussions se sont vraiment actées? Ça a été initié plutôt par des équipes. C'est intéressant de savoir comment ça s'est fait. Parce que le sentiment qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'il y a encore chez beaucoup de bailleurs pour lesquels, dans les directions générales, c'est pas toujours très bien compris à quel point l'innovation peut être vraiment structurante. C'est gentil, ça, pour les DG. Non. Dans un certain nombre, c'est pas encore bien intégré, je pense. En revanche, tous ceux qui l'ont fait, qui l'ont bien intégré, ça fonctionne très bien et ça met une vraie dynamique. Donc, ça m'intéresse d'avoir ce retour-là. Alors, je crois que je l'ai dit assez rapidement en introduction, la particularité qu'avaient les bailleurs de l'Isère, c'est qu'effectivement, vous avez raison d'insister là-dessus, l'innovation, c'est une culture. Donc, ça veut dire que ça ne se décrète pas, on n'arrive pas un matin dans une salle en disant, tiens, si on faisait de l'innovation, ça va nous changer un peu du quotidien. C'est pas tout à fait comme ça que ça se construit dans le temps. Et l'ensemble des bailleurs de l'Isère avaient individuellement ont toujours des actions d'innovation technique ou sociale assez structurées. Et donc, Apsys, qui est une association interbailleurs très dynamique depuis très longtemps, s'est rapidement dit que le fait de porter en interbailleurs était une solution. Je citais l'exemple des premières rencontres avec des startups qu'on avait initiées avec l'INRIA. Ça a été vraiment le démarrage de se dire mais on peut travailler, on travaille ensemble. Ça a permis aux startups de nous identifier, non plus bailleur par bailleur, mais comme une branche d'activité importante liée au logement sur lequel ils pouvaient peser. Et donc à partir de là, c'est aussi dans les limites de cette première tentative où on s'est dit c'était bien, mais en même temps, si on structure pas mieux, si on n'a pas une gouvernance de l'innovation partagée, comme on peut l'avoir d'ailleurs dans nos organismes, c'est beaucoup moins efficace. Donc il est important, voire essentiel, de structurer la démarche, de s'appuyer sur des partenaires et ensuite d'organiser une gouvernance. D'où l'importance de French Tech, merci pour mon accent, de Minalogy, Grenoble Management, École de Management, mais aussi de Ternidis, qui nous aide aussi sur un certain nombre de nos sujets. Donc d'aller chercher des gens qui sont le CSTB, qui nous aident aussi à structurer nos critères et nos besoins. Donc je pense que la structuration, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, effectivement, quand j'insiste sur le fait que le pilotage, il est assuré par le conseil d'administration d'Apsys, c'est qu'il est assuré effectivement par les directeurs généraux et les directeurs membres du CA et qui donc il est porté au plus haut niveau de décision des organismes et effectivement c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que c'est quelque chose qui est depuis un moment installé chez les 8 bailleurs qui forment Apsys dans l'Isère. C'est pour ça qu'on a pu aujourd'hui se regrouper. Il faut du temps, il faut de la culture pour faire de l'innovation. Alors je pense que l'interpellation d'Arnaud Ménard, elle allait évidemment au-delà de l'Isère. C'est un grand mouvement, le mouvement HLM. Tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'acculturation sur le travail avec les startups. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Véronique Velez, mais il peut y avoir effectivement, et je pense que c'était le sens de votre interpellation, encore des terrains à conquérir, on va le dire comme ça, à conquérir, pardon. Oui, il y a différents niveaux d'avancement, mais c'est vrai que quand on a des thèmes prioritaires où on peut rentrer aussi sur de la méthode et sur des irritants, par exemple, si vous avez identifié un certain nombre de thèmes, c'est d'essayer de trouver des solutions, mais sur un temps court. Et donc les startups nous apportent aussi
il y a tout un vocabulaire de l'innovation sur des sprints, sur des expérimentations. Donc ça, c'est intéressant et on avance comme ça. Mais c'est pas forcément, effectivement, aussi clairement identifié que ce que vous avez présenté dans toutes les régions. En tout cas, à l'USH, nous, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'avancer en anticipation de la réglementation. Donc on a, par exemple, sur le confort d'été, sur la gestion de l'eau dès la phase de conception des logements, sur les IRVE, donc les installations de recharge de véhicules électriques, on a un temps d'avance, on a déjà fait des études, on les publie, on les diffuse, on travaille avec des organismes là-dessus, pas forcément tout le temps avec des startups, avec tout un écosystème aussi d'innovation. Et on le diffuse et on a des éléments sur lesquels s'appuyer pour faire des propositions sur aussi les projets de loi. Voilà. Arnaud Ménard, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour passer à l'étape supérieure, notamment en termes de connaissances mutuelles, de diffusion de tout ce qui a été déjà fait depuis ces 4, 5, 6 dernières années ? Déjà, je pense qu'il faut poursuivre le travail de recensement parce qu'il y a des initiatives comme celles que vous portez qui ne sont pas forcément connues et qui sont des très belles références et des bons... voilà. Alors après, chaque territoire, chaque bailleur a sa culture, son mode de fonctionnement. Donc il ne s'agit pas de dupliquer ce que vous avez fait partout sur le territoire. Enfin, déjà, le faire connaître, montrer que ça fonctionne, ça marche. Je ne cherchais pas à être désobligeant avec les directions générales, je cherchais à être un peu provocateur volontairement. Je vous en veux pas. Mais surtout que dans votre cas, en l'occurrence, les choses se sont très bien passées. Mon sentiment, c'est que pendant 3 jours, on entend parler d'énormément d'enjeux qui sont très forts et qui nous dépassent. Des enjeux sociaux, des enjeux de précarité énergétique, des enjeux de climatique. Et on sait qu'on est face à un mur. Et donc, il y a quelque chose qui peut faire peur et qui est vraiment extrêmement impressionnant. Et à côté de ça, on entend parler d'innovation un peu à gauche, à droite. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que l'innovation n'est pas un élément comme ça, un peu de facilitation dans un coin. C'est justement celui-là qui doit normalement ouvrir la voie aux réponses à tous ces enjeux-là. C'est-à-dire que c'est une manière d'aller chercher, une manière d'adresser quelque chose. Innover, c'est faire quelque chose de nouveau pour répondre à un enjeu nouveau. Là, il y a des enjeux nouveaux ou qu'on connaissait depuis un moment, mais qu'on commence nouvellement à comprendre. Et donc, il va falloir faire autrement, tout simplement. Donc, évidemment, l'innovation, avec un mot qui fait un peu peur, c'est juste ça, c'est adresser cette question-là. Et ça passe par des innovations techniques, ça passe par des innovations managériales, au sens de l'organisation, d'une gouvernance, d'une manière de travailler. Donc là, la structuration au sein des bailleurs, je pense qu'elle se poursuit. Il y a un exercice de diffusion. Et moi, s'agissant des startups, puisque c'est le sujet du jour, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'agrégation des solutions, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de briques qui répondent à plein de sujets. Mais pour un bailleur, c'est hyper compliqué d'arriver à agréger toutes ces briques. Déjà, sur chaque brique, il y a 3-4 acteurs. Comment on choisit le bon? Et puis ensuite, on vient l'agréger à d'autres. Est-ce qu'ils sont compatibles? Et la réponse, elle est en général pas donnée par une seule start-up. Elle est donnée par un ensemble de solutions, parfois avec le réseau associatif en combinaison avec des start-up, parfois avec les entreprises générales qui interviennent. Donc, il y a une vraie logique d'agrégation. On en a déjà un peu parlé. Je pense qu'il faut qu'on passe dans cette étape où on dit, voilà, quelles sont les solutions qui fonctionnent, quelles sont celles qui manquent aujourd'hui sur nos enjeux, où est-ce qu'il y a des difficultés, comment on saisit les industriels pour commencer à y répondre aussi, et puis comment on fait en sorte que les startups ensemble puissent s'agréger. Elles le font, mais elles le font entre elles, et je pense que notre rôle côté Impulse, c'est de le faire. Je pense que c'est le rôle, et c'est ce qu'on fait aussi avec le Hub, c'est ce qu'on fait avec l'Union. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette étape-là pour plus être dans des petites solutions avec une relation bilatérale avec chacune des solutions. Je pense que c'est là que c'est par ça que ça passe. Une vraie prise de conscience que c'est un enjeu majeur, et puis la capacité à agréger les solutions. Blandine Cachot-Godino, je vous dois approuver ce que dit Arnaud Ménard. Oui, tout à fait. Mais bon, il me connaît bien, je vais quand même nuancer sur quelques points. Non, mais sur l'agrégation, on est super d'accord. Après, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que moi, je travaille pour l'instant beaucoup plus avec les collectivités. Sur les collectivités, il y a quand même des niveaux de maturité qui sont différentes. Donc, certaines collectivités qui sont très loin de l'innovation, effectivement, agrégation totale, on leur présente des packs de solutions, tout à fait. Sur celles qui ont plus de maturité, on peut être plus dans une mise en relation où elles vont aller choisir effectivement les solutions. Donc, j'apporterai juste cette nuance-là pour pas avoir une réponse monolithique pour l'ensemble des acteurs. Du coup, je ne sais pas comment ça se traduira sur le logement social. Et peut-être en contrepoint, et on est complètement d'accord, je l'ai dit, méthodologie, gouvernance, etc. Si juste on se dit ce qu'on a vécu avec la crise Covid, on voit aussi que l'innovation a eu là un terrain de jeu énorme parce que tout le monde était, alors je rejoins ton point sur un enjeu qu'on ne savait pas adresser. Et du coup, on a quand même eu, parce que moi ça fait 4 ans que je fais de l'innovation à la Banque des Territoires de cette manière-là, et je demande quand même des terrains de liberté, des marges de manœuvre réelles pour innover. On a quand même un certain nombre de process, de procédures, on l'a dit, sur les marchés publics, de contraintes, et qui tuent les startups. Enfin, franchement, on a un
un décalage majeur entre notre capacité d'action et notre durée de projet et ce que peut porter en fait une start-up. Donc je milite quand même pour ces marges de liberté, et donc ça passe aussi également par du réglementaire pour vraiment donner des libertés d'action sur certains champs. Je travaille plus particulièrement sur le sujet de l'eau. Je passe un message sur la réutilisation des eaux usées. Je pense que là, on a un enjeu. On l'a vu cet été. Il faut qu'on avance vite. Donc, il faut se donner des marges de liberté. Et ça, c'est vraiment, je pense, vraiment indispensable. Donc, à la fois simplification, marge de liberté. Et ce qui va avec, c'est la prise de risque. Et ça, il faut quand même y aller sur un certain nombre de sujets. Et voilà, je fais des petits messages pour la Banque des Territoires aussi. Il faut des prises de risque pour innover. Patricia Dudonné. Juste... peut-être en réponse, pour rebondir sur vos propos, par rapport à ce que vous disiez sur l'innovation, moi j'ai beaucoup insisté sur l'idée que l'innovation, c'est effectivement pas la petite verrue qu'on vient mettre sur l'organisation. Dans les critères, le fait de définir des critères déjà, c'est de bien cadrer son besoin et pas de dire ah tiens c'est sympa ça si on essayait, ça c'est pas de l'innovation, et de dire comment dans nos process, comment dans ce qu'on fait au quotidien, on peut intégrer une dose d'innovation pour aller plus vite sur certaines choses, pour aller plus loin, pour répondre à des enjeux qui sont nouveaux et qu'on n'avait pas repérés dans nos process. Donc, je pense que ça s'intègre bien dans des process existants. C'est un enjeu majeur. Et donc, bien définir les critères au départ en disant qu'est-ce que j'attends aussi en retour d'expérience, qu'est-ce que j'attends aussi en récupération financière, plutôt que de partir un peu la tête en l'air. On n'est plus le temps des petites fleurs et il faut qu'on soit efficace. Ça, c'est la première chose. Et là où je vous rejoins, c'est que nous, effectivement, en tant que constructeurs, la question réglementaire, c'est une vraie question qui se pose à nous. Et quand on dit que sur certains thèmes, sur un des deux thèmes sur lesquels on bosse avec le CSTB, on a besoin d'avoir assez rapidement sur des éléments d'innovation, des validations sur des nouveaux matériaux, sur des matériaux un peu innovants qui sortent de l'ordinaire. On peut pas se permettre, nous on a des garanties décennales, on a des choses à mettre en œuvre, et si on n'a pas derrière assez rapidement des validations, des normes qualité, des normes de mise en œuvre, ça peut bloquer aussi le travail qu'on a avec les startups. Et effectivement, quand on est en expérimentation, on peut être hors marché public. Dès qu'on doit aller sur de la massification et de l'industrialisation, on doit repasser en marché public. Et vous l'avez dit à un moment donné, pour les startups, parfois c'est une marche qui est difficile à passer. Où nous, bailleurs, on a peut-être aussi un rôle d'accompagnement pour les aider à venir vers nous sur ces sujets-là, dans l'écriture même de nos pièces de marché et ainsi de suite. Mais je pense qu'on a aussi besoin que ça bouge au niveau réglementaire. Alors, oui. Peut-être juste là-dessus, il y a le décret achat innovant pour les achats de moins de 100 000 euros, qui a été quand même un facteur, un déclencheur, un accélérateur aussi de partenariat. Et donc le décret est reproduit, donc on peut continuer aussi là-dessus. C'est un des leviers. Merci, je pense que c'était important de le préciser. Dans quelques minutes, on va avoir aussi la présentation de 3 exemples très précis, très concrets de ce travail entre bailleurs et start-up. Juste avant, on a une place pour quelques questions, réflexions, si l'une ou l'un d'entre vous souhaite intervenir. Non ? C'est sûr ? Bon, de toute façon, si vous voulez intervenir aussi pendant les présentations, vous pourrez. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir été aussi synthétiques et de nous avoir présenté les enjeux de ce travail déjà effectué et de ces perspectives. On retient les mots industrialisation, massification, mieux se connaître, mieux diffuser ce qui a été fait, pouvoir effectivement aller vers une connaissance plus fine de l'écosystème, des 2 écosystèmes, pour pouvoir poursuivre, amplifier cette collaboration. Merci à tous les 4. Merci. Je vais tout de suite demander à la première expérimentation, expérience, travail commun entre start-up et bailleurs de venir, Didier Mignery et Frédéric Roland, puisqu'on va voir comment vous avez travaillé. Didier Mignery, qui est le président d'UpFactor, et Frédéric Roland, qui est le directeur général adjoint d'Aliad Habitat, directeur du patrimoine et du développement. Et donc vous allez, là on est sur un projet de surélévation de bâtiments sur Lyon et sur Villeurbanne, si je me souviens bien. Et donc vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé ensemble. Didier Mignery, je vous laisse commencer.
Bonjour, merci. Effectivement, très heureux de pouvoir présenter cette collaboration avec Frédéric sur ce sujet de la surélévation et de la rénovation globale. Alors, pour revenir juste un petit peu, c'est vrai, moi je tiens aussi à souligner l'accompagnement de Impulse Partner, mais aussi de l'USH, Véronique, qui nous soutient depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir de la visibilité, d'être capable de porter ces messages d'innovation et d'essayer d'emporter et d'embarquer avec nous voilà, les acteurs H&M. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler donc de la valorisation patrimoniale et de travailler sur ce qu'on appelle, nous, le foncier aérien, c'est-à-dire révéler les opportunités de constructibilité des acteurs, des bailleurs sociaux, en travaillant donc sur une analyse de leur patrimoine. Donc chez UpFactor, on a mis au point une application qui permet de faire de la détection à grande échelle et qui permet ainsi d'analyser massivement un patrimoine et ainsi de faire et qui permet de faire une analyse donc une analyse patrimoniale en analysant la hauteur des bâtiments existants et les règles d'urbanisme. Et on est capable ainsi d'analyser très rapidement les restes à construire, bâtiment par bâtiment, parcelle par parcelle. Alors, on peut peut-être faire une première présentation, Frédéric ? Présentation rapide d'Aliad Habitat, oui, merci Didier. Simplement, donc, nous sommes un bailleur qui travaille sur Rhône-Alpes avec à peu près 58 000 logements, 1000 salariés. Et puis, l'année dernière, 1345, pour être précis, logements livrés en 21. Et puis, cette année, un objectif donc de travailler sur une production, une programmation de plus de 2000 logements, dont la majeure partie sur la métropole de Lyon. Voilà, alors juste un petit retour sur UpFactor. On est donc une start-up qui existe depuis 5 ans. On travaille donc sur une application, donc avec un module tech, mais aussi un module d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc d'accompagnement des opérateurs HLM. On a une capacité de scan qui est très très importante, puisque c'est un outil informatique, donc on est capable d'analyser beaucoup d'adresses. On a détecté énormément de potentiel. Et vous voyez, il y a un espèce d'effet entonnoir. Aujourd'hui, on mène 28 projets, notamment en copropriété, à peu près autant chez les bailleurs sociaux. Et rien que sur l'année 2021, on a scanné beaucoup de patrimoine. Maintenant, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est le moment du passage à l'acte, entre guillemets, à l'industrialisation potentielle et surtout à la réalisation des premiers projets. Voilà. Peut-être quelques éléments sur les enjeux de la surélévation. Ils paraissent assez évidents, mais je vais peut-être enfoncer quelques portes. Il y en a beaucoup là, quelques portes ouvertes. Mais simplement pour préciser que dans la métropole de Lyon, vous avez vu les objectifs ambitieux que nous avons. Et dans la métropole de Lyon, on a malheureusement peu de foncier disponible, ou en tout cas peu de foncier maîtrisé à des coûts acceptables pour des bailleurs sociaux. Donc on est toujours à la recherche de cette matière première indispensable. On avait beaucoup par le passé travaillé sur ce qu'on appelle nos résiduels fonciers. C'est-à-dire qu'on avait la chance, parfois la difficulté d'avoir des grands ensembles immobiliers dans lesquels il restait des surfaces disponibles que nous avons ces dernières années pu exploiter, puisque sur les 5-6 dernières années, ça nous a permis de réaliser quand même plus de 1000 logements. Donc voilà, ça c'était, je dirais, l'horizontale, la réflexion horizontale. Et puis petit à petit, on s'est dit, ça suffira pas. On a pu échanger et rencontrer UpFactor et on s'est dit, tiens, il faut qu'on passe au cran supérieur, et c'est pas qu'un jeu de mots, en disant on va travailler un peu sur le vertical, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces ensembles immobiliers un peu importants que nous avons et sur lesquels il y a des grandes toitures terrasses, il y a peut-être des choses, voire des grandes dalles de garage, il y a des choses à imaginer. Donc assez logiquement, on s'est dit, voilà, il y a des problématiques d'artificialisation des sols, il y a des problématiques de nécessité de verdissement, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, assez logiquement, avec UpFactor, on s'est croisés et on leur a dit, va, cherche. Alors effectivement, donc ça a été donc cette collaboration, elle est née de cette on va dire volonté effectivement d'Aliad de se pencher sur cette relecture patrimoniale. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on avait mené pour la métropole donc un travail global, c'est-à-dire qu'on a analysé l'ensemble, par exemple, des logements sociaux de la ville de Lyon et où on a identifié beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire un peu plus de 3000 logements, en faisant tourner notre logiciel sur toutes les emprises bâties de logement social de la métropole de Lyon, et en particulier de la ville de Lyon. 50 000 logements, 3000 logements potentiels en surélévation, c'est pas rien, surtout au regard des objectifs de création de logements, et notamment dans l'atteinte des 25% on va dire les 9000 logements qui permettraient d'atteindre les 25% de logement social. Alors comment ça se passe ? De manière très pragmatique, dans notre outil, on est capable, donc on analyse les adresses
et on rentre ces adresses dans notre outil logiciel qui permet ainsi de faire de la détection. On croise environ 28 jeux de données, alors les jeux bien sûr de données PLU, mais aussi les étiquettes énergétiques, les emprises bâties, le coefficient d'occupation du sol et ainsi de suite. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler, on en parlera peut-être un peu plus après, de faire de la détection, donc de cibler les meilleurs projets, de générer des fiches Atlas, bâtiment par bâtiment, adresse par adresse, parcelle par parcelle, pour pouvoir dire tiens, à cet endroit-là, vous avez un potentiel en surélévation, mais également un potentiel en densification. Et ça, c'est important, on en parlera un peu plus avec l'OPAC 73 tout à l'heure, mais c'est un moyen donc de relier la constructibilité du patrimoine existant au plan de stratégie patrimoniale. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on fait le lien entre les besoins en travaux des bâtiments et les opportunités de constructivité, de manière à peut-être mutualiser, et c'est un peu comme ça qu'on l'a envisagé aujourd'hui, de mutualiser travaux de rénovation globale et valorisation immobilière. Voilà. Alors par exemple, voilà quelques exemples, alors un peu, des fois, comment dire, un peu ambitieux, un peu ambitieux, voilà, ouais. mais en fait ça montre l'expression de la règle d'urbanisme. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. Ça veut dire simplement que la règle d'urbanisme autorise aujourd'hui, en l'état, et de manière très arithmétique, alors encore une fois, il y a tous les volets qualitatifs ensuite qu'il faut intégrer, mais de manière très arithmétique, par exemple comme ici à Villeurbanne, on a l'opportunité d'aller faire à la fois une surélévation, une valorisation immobilière sur le bâti existant, en exploitant les toitures existantes, mais également une petite densification qui permettrait, dans un site très intéressant, très proche de la Pardieu, de créer du logement à un endroit où on pourrait tout à fait en avoir besoin. Voilà. Donc un autre exemple où là encore, on a la possibilité de coupler surélévation et densification de parcelles. Donc là, c'est là encore intéressant. Et un exemple sur lequel on va revenir de manière un peu plus oui, précise. On a pu échanger avec les élus et on a quelques perspectives heureuses. Alors on va croiser les doigts. Voilà. Et donc où là on voit qu'on est capable d'identifier des immeubles très favorables, c'est-à-dire à la fois des toitures terrasses quasiment inexploitées, c'est-à-dire qu'on a juste les moteurs de ventilation et avec une constructibilité intéressante. Réglementairement, par exemple, là, on a un seul niveau, on va y revenir, mais on a la possibilité, donc, dans les règles alternatives également du PLU, de pouvoir proposer une augmentation et d'aller chercher des règles un peu alternatives. Voilà. Donc, cette première analyse, on va dire macro, cartographique, data, grâce à l'outil logiciel, nous a permis de ensuite entrer dans une phase d'étude de faisabilité, où là, on a une approche plus urbanistique, plus d'intégration, et où, vous voyez, en rouge, c'est le potentiel maximum, gabaritaire, entre guillemets, et puis derrière, on a le profil interprétatif, c'est-à-dire qualitatif, où on interprète la règle, et où on propose, au regard des intentions bien sûr du bailleur, de ses possibilités, de ses volontés, mais aussi de la capacité portante du bâtiment, puisque c'est aussi ça une chose qu'on a intégrée chez UpFactor, c'est la capacité à analyser la descente de charge du bâtiment de manière à avoir une approche, un environnement global du prix de revient des bâtiments. Et donc là, rapidement, on a limité finalement le potentiel qui était quasiment de 3 niveaux à 2 étages sur certains endroits. Voilà. Et ensuite, d'arriver à une valorisation globale en travaillant sur une étude encore plus approfondie où là, on intègre le programme de rénovation globale et une première visualisation du programme architectural et technique, entre guillemets, qui permettra aux bailleurs derrière de lancer un appel d'offres et dans lequel nous, on pourra intervenir en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé dans le sujet de la surélévation. Voilà. Un mot encore, on arrive presque au terme de cette première présentation, mais tout ce que vous nous avez expliqué sur la démarche d'UpFactor, bon, on va l'économiser dans la seconde, mais Fabrice, très bien. Simplement, comme le disait à juste titre Didier, ce qui est intéressant pour les bailleurs et ce qu'on a retenu un peu de ces premiers exercices, c'est celui que tu évoquais tout à l'heure de lien avec le PSP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on examine notre patrimoine et qu'on projette sa réhabilitation, c'est qu'on a plusieurs choses à imaginer, enfin à prévoir de suite, ou des questions, 3 questions fondamentales à se poser. Alors, je ne reviendrai pas sur celle des problématiques de prévention situationnelle, sur celle du vieillissement. L'énergétique, on n'en parle pas, c'est maintenant acquis, mais enfin acquis, il y a du boulot, mais voilà. Mais surtout maintenant, c'est la question, voilà, dans des secteurs où ça s'y prête, de se poser vraiment le sujet de la pertinence d'une surélévation. Je crois que ça, il faut on parlait en aparté, je finis, hein, de l'outil Gorénov qui est travaillé en ce moment avec la CDC et puis Action Logement, etc. et CSTB. C'est vrai que c'est un outil qui devrait, à mon avis, pour permettre aux élus, pour permettre à tous d'avoir une vision globale du patrimoine à l'échelle
d'un territoire, de se dire là il y a du potentiel, on parlait de 3000 en peu de temps qu'on a identifié, enfin voilà. Voilà, on pourrait en parler des heures, mais je crois que notre temps est compté. Il faut vraiment retenir ça. Et puis un autre point quand même qui est important, soyons très francs, ça coûte cher. Ça coûte très cher et on a besoin de la volonté politique. On a besoin de la volonté politique pour nous aider à faire passer le projet, parce que c'est souvent à la limite du réglementaire, il faut un petit étage de plus, il faut quelques stationnements de moins, il faut un produit des fois différenciant pour amener de la mixité, enfin, etc. Et puis comme c'est cher, il faut de la volonté, et comme je dis toujours, la volonté politique doit se manifester en espèces sonnantes et trébuchantes. On peut le dire d'ailleurs encore plus fort, et vous pouvez le répéter, ça c'est pas grave. Donc voilà. Alors, juste pour finir également sur cette collaboration, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas une collaboration en one shot. C'est-à-dire qu'on a fait un scan patrimonial, on va l'élargir aujourd'hui à un environnement plus large du patrimoine, hein, puisque finalement on intègre aussi on va dire les différentes contraintes, on apprend quelque part dans un POC. Voilà, on a fait une preuve de concept entre guillemets, voilà. Et derrière, l'idée c'est vraiment de voir comment on peut en faire un outil de valorisation patrimoniale. Voilà, ça c'est intéressant. Et comme Frédéric l'a également dit, ça permet aussi aux acteurs publics de se familiariser avec des acteurs qui se saisissent du sujet et où on évoque toutes les problématiques, je veux dire, sur le premier projet. Et sur le deuxième, comme par hasard, ça va plus vite. Voilà. Alors je rappelle qu'à l'issue de ces présentations, on aura toute une série de speed meetings entre des startups et des bailleurs, justement pour voir d'autres exemples et d'autres possibilités de collaboration. On reste avec vous, Didier Mignori, avec UpFactor, mais là on va en Savoie, avec à vos côtés Fabrice Hainaut, qui est le directeur général de l'OPAC de Savoie. Il est toujours question de surélévation là, mais il y a eu une entrée en matière, si je puis dire, différente de ce que vous venez de nous exposer avec Aliade. Alors tout à fait. On est arrivé, donc on a échangé donc avec l'OPAC 73 d'une autre façon, avec une demande cette fois plus identifiée sur un sujet très précis. On aura l'occasion d'y revenir et de le partager bien sûr ensemble. C'est un besoin sur une étude de faisabilité avec une opportunité qui derrière, va se généraliser ensuite. Bonjour à tous, merci de nous permettre de témoigner, de présenter effectivement ce projet qui vient des équipes du patrimoine. Je le signale parce que c'est important, on a souvent une approche à partir du développement. Là, c'est plutôt le patrimoine qui, quelque part, prend conscience effectivement de la capacité de densifier. Et pour moi, le premier intérêt, il y en a plusieurs, mais le premier intérêt du travail avec UpFactor, c'est de permettre de changer de regard, de se projeter, et donc de changer de regard sur notre patrimoine, de se dire que finalement, ce patrimoine qu'on gère bien, qu'on réhabilite, finalement, c'est une illustration de cette fameuse seconde vie dont on parle, de se dire, ben voilà, il a vécu, ça fait 30 ans qu'il est là. Il faut réinvestir de manière importante. Est-ce qu'on réinvestit pour l'améliorer ou est-ce qu'on réinvestit pour le transformer? Et l'intérêt effectivement du travail avec UpFactor, c'est de rapidement avoir une projection qui nous permet d'abord, et c'est à mes yeux finalement le plus important, d'avoir un débat en interne. C'est-à-dire que les équipes de proximité, de gestion locative, les équipes du patrimoine, les équipes de la maîtrise d'ouvrage vont dialoguer avec une esquisse de projet. Enfin, quand je dis esquisse, c'est pas péjoratif, hein, c'est quelque chose de dessiné, de concret. Et donc, il y a un dialogue. C'est possible, c'est pas possible. Il faut faire un peu plus de ça, un peu moins de ça. Et finalement, on muscle notre discours. On a quelque part un programme dessiné. On le muscle et on peut aller voir les élus. Parce qu'effectivement, on intervient sur du bâti, on va dire, on va l'augmenter ou on va le densifier, ce qui évidemment ne plaît jamais, notamment aux voisins. Je veux dire qu'on va leur prendre un peu de lumière, on va leur prendre un petit peu d'espace vert. Donc, même si on a tous conscience qu'il faut densifier la ville, voilà, on a musclé notre discours, on peut montrer des choses et avoir un dialogue avec eux grâce effectivement au travail d'UpFactor qui a permis, peut-être on a des images à montrer, alors, double enjeu, effectivement un enjeu micro entre guillemets, c'est-à-dire on est parti d'un bâtiment en station de ski où là le foncier il n'est pas rare, il n'y en a pas. Hein, donc
où effectivement à 10 000, enfin, et puis c'est un vrai chiffre, à 10 000 euros le mètre carré de foncier. Donc on ne peut pas y avoir accès, donc on ne peut avoir accès que en densifiant, en surélevant. Donc une approche micro, et on a aussi une approche macroscopique qui est au tout début, en initialisation, voilà, de profiter d'effectivement ce système expert. Et nous, on a cartographié toutes nos zones en B1 en se disant où est-ce qu'en B1 on a des opportunités, et il va y avoir certainement un taux d'échec très important. Donc voilà, c'est la cartographie, c'est la Savoie, avec ses stations d'altitude, avec sa plaque urbaine de Aix à Chambéry, où, vous l'imaginez, il y a une forte demande. Voilà, et on a cartographié on est en train de commencer effectivement à analyser tout ce secteur B1, parce qu'on sait qu'à la fin, sur peut-être 10 projets sur lesquels on va dire c'est possible, juridiquement c'est possible, foncièrement c'est possible, techniquement c'est possible. Après nos échanges en interne sur l'attractivité des groupes, la vie des groupes qu'il faut regarder de près, les usages des habitants, et dialoguer avec les élus pour voir ce qui est acceptable, ce qui correspond à leur stratégie urbaine. Finalement, à la fin des 10, il n'y aura peut-être plus qu'un ou deux projets, et c'est l'intérêt effectivement de travailler avec UpFactor, c'est d'avoir un scan effectivement complet, et d'arriver après, comme on l'a fait, alors on l'a pris dans l'autre sens, on a commencé par le micro, donc là on le prend dans le sens du macro, et puis voilà, par ce travail finalement d'itération et de dialogue, et de 10, de 50 projets, on en fera peut-être un, on en fera peut-être 5, mais on en fera, et ils seront économiques pour la société, parce que c'est du terrain existant, urbanisé, qu'on va à l'occasion finalement améliorer, et on va dialoguer avec les élus sur ce sujet-là. Didier Mignery, donc sur ce nouveau travail là sur un autre terrain que Villeurbanne et Lyon. Oui, complètement, mais c'est extrêmement intéressant parce que justement pendant longtemps on parlait de la surélévation et de la densification entre guillemets un peu systématique dans les aires urbaines très tendues entre guillemets, donc un sujet de métropole. Avec l'OPAC de Savoie, on va avoir l'occasion de travailler sur des secteurs très identifiés, où on a pu voir l'intérêt de faire de la data, c'est de cibler de manière très, on va dire, quasi automatique les zones les plus tendues, donc les zones B1, et d'extraire ainsi tout le patrimoine de manière très rapide, en analysant deux choses. Un, bien sûr, le potentiel de surélévation avec l'existant, en considérant l'existant, mais également anticiper la potentielle densification des sites, en travaillant sur un nouveau module qu'on a développé en 2021, qui permet d'aller sur la valorisation de l'emprise au sol, et donc de faire le delta entre l'emprise au sol autorisée et celle existante, et de pouvoir ainsi simuler des emprises potentielles en densification. Donc ça, c'est vraiment un sujet très intéressant. Alors vous aviez déjà l'expérience de projets de densification sur votre patrimoine, et c'est vrai que la demande, elle est née aussi de ces échanges et de cette expérience que les bailleurs ont de leurs propres pratiques. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'appréhender un sujet un peu différent de ce qu'on a d'habitude dans les métropoles, puisque on a certes des zones tendues, mais avec des prix de revient peut-être encore plus contraints. Donc là, il faut travailler sur des opérations d'envergure, avec un filtre lié au mètre carré, donc un peu d'industrialisation, un filtre lié bien sûr à l'usage et au confort qu'on va apporter aux locataires, parce que quelque part l'acceptabilité des locataires va être peut-être encore plus difficile à obtenir. Et puis après il y a le sujet montagne. Alors ça je voulais juste y revenir un tout petit peu, puisque effectivement on est arrivé via le patrimoine, et je les en remercie encore, sur un sujet au départ un peu micro, mais qui est très intéressant, parce que qui pointe le doigt de la problématique du logement des saisonniers dans les stations de sport d'hiver et en haute montagne. Une des grosses complexités, vous le savez tous, c'est que les saisonniers ne sont jamais logés, ou très peu logés, dans les stations. Ils sont en vallée, ils doivent monter, et donc forcément c'est une vraie complexité. Et donc là, c'est l'opportunité de revisiter, à la fois de manière un peu architecturale bien sûr, mais aussi de manière très pragmatique. Et où là, on va, quelque part, on a détecté une opportunité de ferme. On est un peu au-delà des règles d'urbanisme. C'est-à-dire que là, on va proposer un projet qui va permettre des fois de venir contrebalancer la règle en vigueur, et de proposer à la mairie une adaptation mineure de son PLU. Et ça fait écho un peu à un travail qu'on mène avec les métropoles, où maintenant chez UpFactor on travaille un peu à grande échelle, où on les aide à analyser les PLU en vigueur, et on essaye de tester
ainsi les règles qui permettent de faire plus ou moins de surélévation, densification. Voilà. Donc c'est en ça que c'est vraiment un exemple, je trouve, assez marquant, assez intéressant, sur un micro-sujet qui est quand même très très problématique, hein, le logement des saisonniers en station, c'est le sujet de l'OPAC de Savoie, bien sûr, parce qu'ils sont très impliqués sur cet élément-là. Et voilà, c'est une solution intéressante. Merci pour cette double présentation. Merci à vous trois. Alors, je précise que l'ensemble des présentations qui sont ici dans cette Agora depuis mardi, vous les retrouverez évidemment, ainsi que le contenu des débats. Vous retrouverez tout ça en ligne sur le site de Laura HLM, qui permettra effectivement à d'autres que celles et ceux qui étaient ici de se les approprier, et même à vous de retourner voir plus en détail ce qui a été proposé. Merci. À tous les trois. Merci. On a un autre exemple qu'on va examiner maintenant. Alors on passe de la Savoie à la Haute-Savoie avec la mise en place d'une bourse d'échange du logement. Là on est dans du service, c'est un projet qui est porté à la fois par l'USH 74 et par Clevertech, et que vont nous présenter Aude Poinsignon, chargée de mission Aura HLM USH 74, et Quentin Supernant, qui est le président fondateur de Clevertech. Bienvenue à vous, et je vous laisse nous présenter cette bourse d'échange. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez commencer? Non, je vais commencer par me présenter. Donc, Quentin Supernant, je suis président de Clevertech, qui est une société qui est basée sur Grenoble, historiquement plutôt spécialisée dans les développements de progiciels, c'est-à-dire les développements de logiciels sur mesure, sur un cahier des charges, et qui depuis 2018 avait en partenariat avec l'USH 74, c'est ce qu'on va vous présenter, propose un dispositif pour les bailleurs sociaux de bourse d'échange de logement. Donc je vais vous laisser peut-être présenter ça, puis on reviendra après là-dessus. Bonjour, et donc je suis Aude Poinsignon, je représente l'association des organismes de logement social en Haute-Savoie, USH 74. Donc la Haute-Savoie, c'est le premier département à avoir développé un site de bourse d'échange de logement, et dont on va parler ce matin. Donc ça rentre dans la catégorie des innovations sociales qui ont pu être développées par les bailleurs sociaux. Donc la Haute-Savoie, c'est un département extrêmement tendu, où les parcours résidentiels sont très difficiles à organiser. On est à plus de 28 000 demandeurs de logements sociaux, et parmi eux, 35% sont des demandeurs en mutation. L'idée des bailleurs, c'était de développer une solution complémentaire, et j'insiste sur le mot complémentaire, au traitement des mutations classiques. Donc à travers un site internet permettant aux locataires souhaitant changer de logement de se mettre en lien et de pouvoir envisager d'échanger leur logement. Donc ce site, nous l'avons pensé en interbailleur. Il y a 8 organismes qui sont impliqués dans la démarche, et en interréservataire, c'est-à-dire que tous les réservataires de logements ont adhéré au projet parce qu'ils y voyaient du sens. Et le sens, c'est de dire que lorsqu'on réalise un échange de logement, ce sont 2 locataires qui sont satisfaits au final. Et donc cet aspect interbailleur et interréservataire permet véritablement de multiplier les possibilités d'échange. Ouais, on a quelques slides à présenter. Ça marche. Il faut appuyer juste là. Voilà. Je vous laisse manœuvrer. C'est avec ce... Voilà. Alors, en termes de processus, donc il est assez simple. Les locataires s'inscrivent sur le site, vont aller déposer une annonce avec des photos, un descriptif de leur logement et présenter leurs critères de recherche. À cette étape-là, le bailleur a un rôle de validation. Et suite à cette validation, les locataires vont se mettre en contact entre eux et éventuellement organiser des visites lorsqu'ils sont intéressés par leur logement respectif. Donc les locataires vont visiter 1, 2, 3 logements jusqu'à trouver éventuellement un logement qui est susceptible de leur correspondre. Et quand 2 locataires se mettent d'accord entre eux, ils vont signer un formulaire d'engagement réciproque qui est la première étape de formalisation de l'échange. Et vient ensuite la démarche de constitution du dossier qui, on revient là dans un processus un peu plus classique des attributions, et le passage en commission d'attribution pour valider l'échange, et qui se termine ensuite par la signature d'un nouveau bail. Peut-être un peu plus d'éléments sur le site en lui-même, Quentin ?
Oui, alors je vais revenir un peu aussi sur la genèse. Je parlais tout à l'heure en introduction d'un partenariat, parce que c'est vraiment dans cette dimension-là qu'on est avec l'USH 74. Je trouve ça aussi intéressant. Tout à l'heure, dans les interventions, on parlait d'innovation. On disait les bailleurs sociaux vont aussi chercher auprès des startups l'innovation. Et là, en fait, si Aude connaissait bien le fonctionnement du site et qu'elle le présente, c'est parce qu'en fait, à la genèse, c'est-à-dire avant même que Clevertech intervienne dans ce dispositif-là, le site a été développé dans une première mouture par l'USH 74. Donc l'innovation, elle est venue de l'USH 74. Et ça, je pense qu'il faut le soulever. Elle a commencé par une démarche qui est assez classique, par une société de service. On fait un cahier des charges, la société de service, un appel d'offres, la société de service répond, réalise le site, on le met en place et voilà, et ça fonctionne. Et donc ça a permis vraiment de mettre en place une première version de la bourse d'échange. Et nous, on est intervenu en 2018 à un moment particulier où on a récupéré dans un premier temps aussi de manière classique la maintenance d'un site, et en discutant avec Aude, avec les différents bailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de besoins qui n'étaient pas remplis aujourd'hui par cette mouture. Alors on ne parle pas forcément de besoins de fonctionnalité, mais aussi d'ambition et d'envie. Il y avait aussi une envie qui n'était pas forcément aboutie de faire connaître cette bourse d'échange, de la faire rayonner, de le proposer aussi à d'autres bailleurs. Et c'est là où on intervient, et c'est là où ce partenariat il devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que nous, on arrivait en se disant, effectivement, si on veut donner un objectif, si on veut aller vers ce rayonnement-là, il faut qu'on change un peu notre manière de fonctionner et qu'on sorte de cette dimension-là classique. Et donc ça a vraiment opéré un changement qui est important, puisqu'on s'est porté acquéreur de la solution. Maintenant, Clevertech dispose de la solution. Et on a séparé les expertises entre l'expertise métier issue de l'USH 74, qui est hyper important pour nous, parce que nous, on ne l'a pas historiquement, et puis l'expertise plus technique dans la réalisation d'un outil, mais aussi dans le métier d'éditeur. Un bailleur, ce n'est pas un éditeur de logiciel. Si on veut le développer, si on veut le faire connaître, il va falloir prendre cette posture-là, il va falloir trouver le modèle économique qui va avec, etc. Et donc c'est là où on est intervenu, c'est là où on a mis en place ce système-là, c'est là où on a fait une grosse refonte du site pour pouvoir le proposer à des bailleurs uniques et à des multi-bailleurs, à des groupements comme les SH74. Et donc ce partenariat, finalement, l'innovation, elle est venue par les SH74. Par contre, la démarche continue de développement qui peut être issue justement de ce monde start-up, c'est Clevertech qui l'a apporté. Et en même temps, sans l'USH 74, on ne pourrait pas vraiment aller plus loin dans ce développement-là. Parce qu'on a besoin de ces retours métiers, et c'est ce que ça nous permet d'avoir pour continuer à faire développer cette plateforme. Donc aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans l'ère du temps, enfin dans ce qui se fait aujourd'hui en termes de plateforme à destination des locataires, donc qui soient à la fois ergonomiques, intuitives, parce que le but c'est quand même que les locataires soient acteurs de leur recherche de logement, donc qu'ils ne soient pas dépendants du bailleur pour faire cette recherche-là. Donc les plateformes se suffisent à elles-mêmes dans la recherche, et puis qu'ils puissent s'adapter aux contraintes des bailleurs, parce que tous les bailleurs n'ont pas les mêmes systèmes d'information, n'ont pas la même façon de fonctionner, et donc c'est important aussi que ça puisse s'adapter à tous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un peu sur le dispositif ? Peut-être sur la rapidité de déploiement, quand vous avez travaillé avec d'autres organismes qui ont fait appel à vous ? Alors ça c'est important parce que on parle la bourse de logement, elle s'adresse aux bailleurs, mais dans des conditions particulières. Il faut qu'il y ait quand même un parc locatif qui soit sous tension, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie demande d'échange de logements. Donc les échanges de logements, elles arrivent quand par exemple la typologie familiale évolue, c'est-à-dire que les enfants sont partis, ou alors au contraire la famille s'agrandit et le logement n'est plus adapté. Donc il y a cette dimension-là qu'il faut répondre. Et alors pourquoi on parle de très rapide à déployer, c'est parce que quand il y a ce besoin qui émerge, c'est aussi poussé par une volonté qui est émergente et qu'on voit qui se développe beaucoup, qui est assez politique, c'est-à-dire que quand un élu au logement prend le sujet et se dit maintenant il faut y aller, il faut qu'on mette en place une bourse d'échange, souvent c'est assez rapide qu'il faut le mettre en place. Donc cette dimension de rapidité, c'est vrai qu'elle est assez importante quand on parle de très rapide, c'est-à-dire qu'on parle dans moins d'un mois, la plateforme est ouverte aux locataires.
Donc c'est vraiment une attente qu'on constate quand on est sollicité par les bailleurs, qui sont souvent pressés aussi par le temps, par le planning, pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif. Donc c'est vrai que c'est assez important de le souligner. Et juste peut-être, autre point Signon, sur les réactions, vous en tant que bailleur, que vous avez de la part de ceux ou de celles qui ont pu bénéficier de ce service. Alors on a des retours plutôt très positifs, à la fois de ceux qui sont inscrits et qui sont en recherche, et puis de bien sûr ceux qui ont pu échanger. On voit des schémas assez différents, hein, des ménages qui échangent au sein d'un même quartier, des personnes, des familles qui changent de commune, de secteur. Donc ça permet véritablement de faciliter la mobilité géographique. Et puis ça permet bien sûr aux ménages de trouver un logement plus adapté à leur situation personnelle, familiale. Vous voulez commenter cette dernière slide? Oui, alors c'était pour mettre en avant le sens de notre collaboration avec Clevertech. Elle est à 2 niveaux. Bien sûr, pour nous, il s'agit de développer l'outil et de le faire évoluer en continu. Ce qu'on retient dans notre travail avec Clevertech, c'est l'importance de notre proximité et puis la souplesse, l'agilité de Clevertech qui se nourrit de nos retours de terrain pour faire des propositions, pour faire évoluer l'outil. Je dois dire aussi que la dynamique de la start-up nous pousse à rester très dynamique sur ce dispositif et à le faire évoluer en permanence. Et puis, il y a une véritable complémentarité qui s'est construite entre nous, dans le sens où on travaille ensemble pour assurer le rayonnement de l'outil. Nous avons le réseau des bailleurs pour présenter à d'autres ce qui est fait à travers la bourse d'échange. Et Clevertech a la technique, les idées pour proposer à d'autres. Juste un mot, parce qu'on arrive au terme de cette présentation. Je vais juste souligner alors tous ces aspects-là, effectivement, c'est très important, mais c'est aussi inhérent à un état d'esprit de start-up, c'est-à-dire et puis un besoin de start-up. La proximité, l'agilité, c'est des choses qu'on peut trouver effectivement chez les start-up parce qu'ils ont besoin aussi d'être réactifs pour faire évoluer les outils. Et ça, c'est quelque chose qui est une nécessité, qui est quelque chose qui est souligné par Aude, mais qui est aussi une nécessité pour pouvoir faire développer la bourse. Donc on est hyper intéressés, nous, pour avoir ces retours de terrain. Et ce partenariat, il est vraiment important. D'ailleurs, il se continue pour les 3 ans supplémentaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et qui est dans les 2 sens. Donc, aussi bien de notre côté que pour l'USH. Merci. On peut peut-être finir par quelques chiffres. Faut vraiment aller vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Depuis la création de la bourse en Haute-Savoie, on a plus de 600 familles qui ont pu échanger leur logement. Et puis la bourse se développe ailleurs, au niveau national, avec Clevertech. Ouais, très rapidement. Donc on constate depuis à peu près un an et demi qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour ce type de solution, qui a été interrompu par la période Covid, confinement, qui a fait en sorte que les bailleurs étaient occupés par d'autres sujets que ce projet-là. Les projets ont été mis en attente. Mais depuis un an, on constate qu'un vrai regain, effectivement, la bourse se déploie un peu partout au niveau national. Donc on peut parler de Strasbourg, Montpellier, puis récemment Nice qui a adopté le dispositif. Merci, et merci à vous deux. Et maintenant, on va voir certainement d'autres exemples, mais au cours de speed meeting entre start-up et bailleurs. On reviendra certainement sur ces complémentarités. Merci à vous deux. Merci beaucoup.